Bon, rassurez-vous, c'est un discours de clôture qui, je le souhaite, sera dans la même tonalité que tout le reste de ce congrès. Je veux à nouveau saluer, bien évidemment, Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Philippe, Monsieur le ministre, cher Marc Fesneau, Monsieur le Président de la Commission des Finances du Sénat, cher Claude Raynal, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'intercommunalités et leurs collaborateurs, chers amis. Pour commencer, vous me permettrez juste un moment un peu solennel tout de même, parce que il y a un an, je me souviens, et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous vous souvenez aussi des conditions dans lesquelles nous avions conclu ce congrès. Je me souviens, comme si c'était hier, de voir le nom d'Elisabeth Borne s'annoncer sur mon téléphone, m'indiquer qu'elle était à la sortie d'autoroute à Orléans et m'indiquer qu'un attentat venait d'avoir lieu à Arras et que nous n'avions pas pu conclure forcément, et que nous n'avions pas conclu forcément ce congrès comme c'était. Et je pense que nous pouvons à nouveau, puisque c'était il y a simplement quelques jours, nous souvenir de l'assassinat à l'âge de Dominique Bernard le 13 octobre 2023 et de Samuel Paty le 16 octobre 2020, et donc d'avoir une pensée pour toutes les femmes et les hommes qui chaque jour œuvrent au sein de l'éducation nationale, qui chaque jour œuvrent au sein de nos services publics et qui chaque jour portent une haute idée de la République à travers le service public, qu'il soit local ou national. J'adresse également un message de soutien à tous nos collègues. Certains d'ailleurs sont partis plus rapidement que prévu hier, puisque un certain nombre de départements dans la vallée du Rhône, dans la vallée de la Loire, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ou sur la région Occitanie, sur la région Sud, ont subi les événements climatiques que vous connaissez. Et bien évidemment, je voudrais avoir une pensée pour eux. Aujourd'hui, 18 départements sont encore en situation d'alerte orange, donc les choses s'améliorent. Mais je sais à quel point, et je sais que pour certaines et certains, vous avez vécu dans vos territoires ce genre d'épisode d'inondation très brutal. Je sais à quel point ils vont être énormément sollicités par leurs habitants, et je sais à quel point aussi, malheureusement, les réponses ne seront pas toujours immédiates, mais à quel point ils seront aussi un point de repère pour nos concitoyens qui seront pour beaucoup dans la détresse dans des moments comme cela. Et puis je voudrais à nouveau remercier Le Havre pour son accueil, cher Édouard. Je pense que ce congrès s'est bien déroulé, en tout cas jusqu'à présent, que nous avons passé 2 jours et demi de travail assez studieux. Je voudrais m'excuser aussi parce que je sais que j'ai fait une citation de Tristan Bernard dans mon discours d'ouverture sur la météo au Havre, je n'avais rien trouvé de mieux. Alors j'ai un peu cherché, et je crois que j'en ai trouvé une en plus d'un Havrais. C'est le président du conseil départemental hier qui m'a rappelé que le père d'André Siegfried avait été maire du Havre et qu'il a d'ailleurs vécu 10 ans au Havre. Et André Siegfried avait écrit « Le Havre est une conception de grandeur et de classicisme où il a été tenu compte du caractère essentiel de la cité, elle porte sur le large. » Et je dois dire que ce congrès nous a permis, je crois, de nous porter un peu sur le large, de nous retrouver, de partager, d'échanger, de se rendre compte que parfois ce que l'on vit dans nos territoires, où on pense qu'on est le seul à avoir ce problème, eh bien, on est bien d'autres à l'avoir, et que d'autres ont réussi à surmonter une difficulté, et qu'une des grandes richesses des associations d'élus, c'est justement de trouver dans l'intelligence collective, dans le partage des expériences, des solutions à des problématiques du quotidien que nous avons, que vous avez, que nous avons toutes et tous à régler ensemble. Et je voudrais
à ce moment de mon propos, aussi remercier, en votre nom à tous, toute l'équipe d'Intercommunalité de France. Toute l'équipe autour de... Toute l'équipe autour de notre directrice générale, Floriane Boulet, je vous demande à nouveau d'applaudir puisque c'est son dernier congrès en tant que directrice générale. Mais vu comme je l'ai vu danser hier soir le rock sur la piste de danse, je sais que l'an prochain, elle sera à nouveau là à Toulouse pour un rock endiablé avec toi, mon cher Jean-Luc. Merci beaucoup, Floriane, à nouveau. Vous savez, d'avoir été directrice générale d'une association comme celle-là, ce n'est pas rien. C'est un engagement du quotidien, extrêmement fort. C'est des milliers de sollicitations qui arrivent de toutes parts, qu'il faut arriver à gérer, à serrer, et vous l'avez fait remarquablement. Et donc, une fois encore, ma chère Floriane, un grand merci. Certains m'ont dit hier soir, ce congrès, il faudrait pour les élus le faire rembourser par la sécurité sociale. Je leur ai dit visiblement, je ne suis pas sûr que Catherine Vautrin va être d'accord. Et là, j'ai trouvé une autre phrase d'André Siegfried. Il est merveilleux, ce Havrais. Les idées folles se prennent comme les maladies. Et celui qui en attrape une, les attrape généralement toutes. Forcément, vu les idées qui circulent en ce moment en matière de finances locales, je trouve que cette citation colle assez bien à l'actualité. Mais, mes chers amis, il faut qu'on trouve les moyens d'aider le gouvernement à se guérir de ces idées folles. Il faut que nous fassions preuve, comme nous avons toujours su le faire, à la fois du sens des responsabilités, bien évidemment, et d'être force de proposition, comme j'ai essayé de le faire hier, comme d'autres l'ont fait aussi dans des réunions parallèles, puisque nous avons pu échanger avec plusieurs ministres en parallèle des réunions plénières. Je remercie aussi le président de la Commission des finances du Sénat, avec lesquels on a encore échangé ce matin, parce que je ne laisserai jamais dire que tout ça ne nous regarde pas. Parce que je n'ai jamais rencontré un seul des élus présents à cette journée me dire qu'il n'appartient pas à la nation tout entière et que les problématiques que rencontre le pays sont aussi les nôtres. Mais ce que nous demandons au gouvernement et aux parlementaires dans le cadre du débat qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas pour reprendre la métaphore maritime, mais c'est de nous donner un cap. C'est de nous dire où nous allons ensemble. C'est de nous dire à quoi va conduire cet effort. Vers où devons-nous aller? Est-ce que nous sommes simplement dans une logique comptable ou est-ce que nous voulons aussi permettre à notre pays de continuer à créer des emplois, de continuer à implanter des usines, de continuer tout simplement à faire en sorte que la France reste une grande puissance. Et dès lors, de nous dire quelle est la part du chemin que nous devons réaliser, nous, en toute responsabilité, et comment nous trouvons les voies et moyens d'y parvenir. Je me rappelle très bien d'un échange avec Gabriel Attal. Il n'était pas encore Premier ministre, c'était ministre du Budget. Je recite cet exemple parce que Sébastien Miosek était avec moi. Désolé, Edouard, je vais reparler des contrats de Cahors. Mais nous avions fait cette analyse-là. Il y avait un certain nombre de collectivités qui avaient été soumises au contrat de Cahors. 700. Et on avait fait l'analyse suivante avec Intercommunalité de France. Nous avions regardé le reste. Est-ce que celles qui n'étaient pas soumises, est-ce que celles qui n'étaient pas dans la contrainte, est-ce que celles qui n'étaient pas parfois présentées comme étant infantilisées avaient fait mieux ou moins bien que les autres? Elles avaient, elles aussi, respecté un cap qui était fixé.
Eh bien, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il serait souhaitable que l'on se mette vraiment autour de la table pour fixer un cap. Le cap sera le gage de la confiance, et la confiance emmènera ou non l'adhésion des élus à participer à un effort national, car il sera compris. Et c'est ça que j'ai envie que nous travaillions aujourd'hui au sein de nos instances. Parce que oui, nous avons de la colère, des préoccupations, mais je veux dire aussi que nous avons entre nos mains, au-delà des questions financières, la solution. On a été très nombreux à être en colère contre les propos qui ont été tenus à la fin de l'été, où on nous a dit « tout est de votre faute ». Quand je suis convaincu, et nous sommes toutes et tous convaincus, que nous sommes la solution, que les territoires, l'intercommunalité, c'est la solution aux préoccupations de nos concitoyens, c'est la solution aux défis politiques que vous avez présentés à l'instant, c'est la solution aux grands défis majeurs qui sont devant nous en matière d'adaptation au climat notamment, ou de reconquête de la cohésion nationale également. Et je voudrais que nous nous concentrions dans les mois qui viennent, pas sur des débats institutionnels. On en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup dans nos associations d'élus. Des fois, j'ai même un peu l'impression qu'on se parle à nous-mêmes, pour tout vous dire. Parce que je ne suis pas sûr que nos concitoyens se préoccupent matin, midi et soir de savoir qui fait quoi, comment il le fait, si c'est bien que ce soit lui qui le fasse ou un autre qui le fasse. Par contre, ils attendent les résultats et que ça marche et que ça fonctionne. Ça, ils nous attendent là-dessus. Et je voudrais ici en finir avec un certain débat qui a pollué parfois la question du rôle et de la place de l'intercommunalité sur la question du suffrage universel direct des présidents. On a décidé de tourner cette page-là. Il faut avancer sur le fléchage. Il faut que la visibilité du scrutin municipal et communautaire se fasse dans toutes les communes de France. On ne peut pas, en plus, continuer comme ça, à avoir une partie de la France qui met en avant la parité et une autre partie de la France, parce qu'on s'arrête à 1000 habitants, qui ne met pas en avant la parité. Ça n'a plus de sens. Le deuxième point, c'est que dans ces conditions, il faut que pour que nos concitoyens comprennent mieux les choses, qu'effectivement, dans le débat municipal, on fasse apparaître le fait intercommunal. On peut faire apparaître le fait intercommunal dans le débat municipal, dans la profession de foi. Si demain, sur tous les bulletins de vote, vous avez d'un côté la liste à l'élection municipale et la liste à l'élection communautaire, parallélisme des formes, sur la profession de foi, vous pouvez avoir un espace concernant l'intercommunalité qui ne doit pas être normé, on ne doit pas vous dire ce que vous avez à dire et ce que vous avez à faire, mais où il serait bon de parler du fait intercommunal et que chacun donne sa position sur les projets qu'il entend porter au sein de l'intercommunalité. Et parce que nous avons des centaines de chantiers à conduire, des centaines. Nos concitoyens, c'est ce qu'ils attendent, en matière d'habitat notamment, Madame la sénatrice, et de décentralisation de la politique de l'habitat. Je suis sûr que ça coûtera moins cher et que ce sera plus efficace et que nous participerons vraiment à la résorption de la problématique de la crise du logement. Il y a la question de la petite enfance. Nous avons eu hier un échange avec Agnès Canaillet pour essayer de simplifier les choses. Mais rendez-vous compte, mes chers collègues, vous vous rendez compte qu'on a fait une loi pour dire qu'il fallait un service public de la petite enfance? On a fait une loi pour ça. Et résultat, on se rend compte que c'est inapplicable. C'est inapplicable. Parce que territoire par territoire, c'est différent. Et que la loi est unique. La loi est unique et uniforme. Et que maintenant, on passe un temps dingue à essayer de savoir, plutôt que comment on va améliorer notre offre de garde, on essaye de savoir, mais qui va donc être l'autorité organisatrice du service public de la petite enfance? Ça nous prend toutes et tous un temps fou. Pour rien. Pour eux, rien. Donc il faut
sortir de tout ça par le haut pour pouvoir nous mettre véritablement au travail. Et puis, je crois que un des enseignements aussi que je tire de cette convention, quand je dis « nous sommes la solution », c'est « nous sommes la solution » parce que nous avons les outils pour le faire. Vous savez qu'au sein de cette association, nous portons l'étendard de l'idée du projet de territoire. Projet de territoire, ce n'est pas un document technique. Ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga des documents politiques. Mais si nous voulons vraiment penser demain à une république décentralisée, c'est une obligation que de savoir exactement, à l'échelle de nos bassins de vie, où nous voulons aller ensemble. Et ce, au-delà de la question des compétences, une fois encore, sortons des débats institutionnels. Le projet de territoire, c'est la définition de l'ambition que nous portons pour le territoire vécu par nos concitoyens. Le projet de territoire, c'est aller chercher les partenariats qui sont nécessaires avec les régions, le département, l'Europe, pour répondre, en fonction des compétences qui sont exercées par les uns, aux problématiques que nous avons identifiées. Le projet de territoire, c'est dire ce que nous voulons. C'est pouvoir dire à l'État ce que nous voulons. Et pouvoir dire ensuite à nos partenaires de nous accompagner. Et je souhaite que la généralisation des projets de territoire, pas de manière obligatoire, mais que cette généralisation des projets de territoire nous permette d'avancer vers cette République décentralisée que nous attendons toutes et tous. Alors pendant cette année, avant de nous retrouver à Toulouse, nous aurons d'autres occasions de nous retrouver, de nous rencontrer. Vous savez que nous avons démultiplié l'action régionale, que nos rendez-vous régionaux sont de plus en plus fréquentés par chacune et chacun d'entre vous, que j'ai un plaisir immense à me rendre dans les territoires pour aller rencontrer chacune et chacun d'entre vous dans vos intercommunalités. Je veux vous le dire en toute sincérité, c'est une grande fierté pour moi d'être le président d'Intercommunalité de France. C'est une grande fierté aussi, je crois, d'avoir su créer tous ensemble un lien assez unique qui fait que congrès après congrès, nous sommes de plus en plus nombreux et que notre voix compte de plus en plus. Et je tenais véritablement, toutes et tous, à vous en remercier. Et puis pour conclure, merci. Et puis pour conclure, je veux associer aussi à ces remerciements l'ensemble des élus qui s'impliquent dans cette association, l'ensemble des membres du conseil d'administration, du conseil d'orientation, de notre bureau, et puis surtout, et je vous demande de leur réserver un tonnerre d'applaudissements, à mes deux acolytes que sont Virginie Carolo-Luttrau et Sébastien Miossec, qui me supportent toutes les semaines. Merci à vous deux. Merci à toutes et à tous, et à l'année prochaine au Congrès à Toulouse.